L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On est de retour pour un nouvel épisode et comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, ça me tenait à cœur de faire un deuxième épisode, une suite à celui que j'avais appelé l'éducation financière. C'est pas forcément le titre le plus juste, mais au moins la conscientisation, je vais dire, financière, ou juste simplement discuter d'argent, de moula. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, au premier épisode, j'ai eu Hamza avec moi. Hamza, comment tu vas déjà ? What's up ? Ça va bien, alhamdoulilah, et toi ? Ça va très très bien. Donc dans le premier épisode, on a parlé de beaucoup de choses, de la conscience face aux finances, comment on a démarré nous-mêmes, quelques exemples de façon de démarrer, les différentes plateformes qu'on utilise aussi, on les avait mentionnées. On a aussi mentionné pourquoi on conseillait d'avoir ce mindset, pourquoi on l'avait et comment on l'avait cultivé. On a même fait un petit live ensuite, quelques jours plus tard, pour répondre à différentes questions. On avait aussi fait un épisode où on parlait d'intelligence artificielle. Donc dans le live, on avait discuté les deux choses. Hamza, les gens, ils avaient beaucoup aimé cet épisode. Ils t'ont beaucoup apprécié. Hein. Il y a même pas encore 2 semaines, je crois. Il y a un type, il m'a dit non mais j'ai beaucoup aimé Hamza, j'ai beaucoup aimé comme il parlait, etc. Il avait mentionné que ça lui avait beaucoup parlé et que du coup il était allé voir un compte, il était allé jeter un œil à son compte et voir comment il pouvait faire les choses. Et je pense que ce deuxième épisode, il fait sens parce qu'il y avait des gens qui nous ont posé des questions. Il y avait une chose qu'on n'a pas mentionnée dans l'épisode précédent ou pas assez, et on m'avait fait la remarque, c'est on a parlé de comment investir, où investir, dans quoi investir, etc. Peut-être qu'on n'a pas assez parlé de tout ça, mais c'est vrai que la base des bases avant de penser à toutes ces choses, c'est que vous soyez au contrôle de vos finances, c'est-à-dire que vous soyez au contrôle de vos assurances, que vous n'ayez pas de doublons, que vous soyez au courant de ce que vous devez payer aux impôts, etc. Donc ça, on ne l'a pas trop mentionné dans l'épisode 1, mais c'est la base des bases. Je pense que tu es d'accord avec moi. Totalement d'accord. Ouais. Vous ne voulez pas que les impôts vous appellent parce que vous leur devez de l'argent. C'est pire que des voyous. Alors, Hamza, pour démarrer, donc nous, on avait enregistré en octobre. Ouais. Sur les marchés financiers, c'était il y a une éternité. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé, tu vois, de où on en est économiquement aujourd'hui, les tendances, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les marchés ? Je pense juste pour mettre un cadre et bien comprendre où on est aujourd'hui, puis après... Alors, ouais, c'est depuis octobre, il y a eu l'élection américaine. Ouais. Donc on a un big boy qui a débarqué à la table qui s'appelle Donald J. Trump. Exact. Et depuis qu'il est là, c'est une quantité d'incertitude qui arrive avec assez folle. Donc les marchés, qu'est-ce qui se passe pour la faire très simple ? Précédemment, on avait déjà discuté, on était dans une période où l'inflation avait augmenté énormément. Ouais. Donc qui dit inflation haute dit coût de la vie haut. Et Donald Trump, il est arrivé, il a dit, bon écoutez, moi maintenant je mets des tarifs. Donc il a mis des tarifs partout, Europe, c'est sorti hier ça d'ailleurs, Chine, Canada, Mexique, et ça ramène énormément d'incertitudes autour de l'inflation parce que ça veut potentiellement dire qu'à court terme, les prix aux États-Unis risquent de continuer d'augmenter. Donc les gens se disent oui, mais c'est que de l'inflation, ça disparaît. Non, il faut comprendre que l'inflation, c'est pas une machine qu'on arrête et qu'on redémarre. C'est un flux économique c'est dû à des flux économiques très complexes. Donc, le marché est complètement en stand-by et puis en incertitude totale. C'est marqué par de la volatilité énorme. Il y a les cryptos qui ont fait des all-time high, elles ont perdu 60-70% derrière. Ouais. Il y a énormément d'incertitudes et cette incertitude-là, elle est simplement due au fait que l'impact que Trump peut provoquer au niveau économique est difficilement estimable de manière précise.
Donc, le sbeul, pour te résumer, et rien d'autre. Franchement, c'est sbeul. Je crois que c'est l'acteur qui a eu le plus d'influence. Et puis, on n'a pas parlé de Elon Musk, qui est à côté de tout ça et qui avait déjà énormément d'influence auparavant. Ouais. Et là, qui en remet de sa couche, quoi. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. C'est impressionnant à quel point on peut avoir autant d'impact. Ouais. Autant d'impact en termes au niveau mondial, hein, sur les économies, quoi. C'est grave, quoi. Et tu as parlé rapidement des cryptos. C'est marrant parce qu'en octobre, tu avais... Alors, je ne vais pas dire que tu avais annoncé, mais il y avait tous les feux au vert. Mais c'est vrai que c'est monté en flèche jusqu'à fin décembre, quoi. Non, bien sûr, c'était un massacre. Là, il fallait protéger la tirelire à un moment donné. Ouais. Donc ouais, c'est monté principalement avec Trump parce que autour de sa campagne électorale, il avait beaucoup appuyé l'aspect crypto. Les cryptos vont exploser, etc. Donc c'était un peu la prophétie qui devait se réaliser au moment où il a été élu, mais on a vu que derrière, les cryptos restent attachés à un contexte plus macro où il faut une économie qui suit pour continuer à développer les prix. Et là, avec la réalité des actions de Trump, et j'insiste, c'est pas que économique avec les tarifs, il y a aussi tout ce qui est géopolitique avec la bande de Gaza. Ouais, c'est vrai. Donc il fait un discours qui, aussi réaliste soit-il, mais derrière, Jordanie prépare son armée en cas d'expulsion. Ça crée beaucoup de tensions au niveau des flux mondiaux, les flux commerciaux mondiaux. Et on va voir, avec l'Ukraine, là, il récupère la recette de tout ce qui est agriculture. Je veux dire, on voit que le mec, il est arrivé pour reposer les pions sur la table à un autre level, quoi. Bon, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que la chose qui est, je sais pas, effrayante ou alors excitante, je sais pas pour certains, c'est on ne sait pas du tout où on va, en fait. Il y a pas moyen. Des fois, on a des signes, on se dit, comme en octobre, tu vois, tu as mentionné, il y a ces tendances-là. Là, on est vraiment dans une période où qui verra, quoi. Exactement. Et c'est sympa. C'est sympa, franchement. Je pense juste c'est une période de transition avec une nouvelle vision pour les États-Unis. Et les États-Unis sont le plus grand acteur mondial économiquement. Donc ouais, comme d'hab. Après, voilà, ça c'est la situation actuelle, la peur, l'incertitude. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que Trump, ça reste un businessman et puis qu'il a un esprit orienté marché. Ouais. Donc même quand il était arrivé au pouvoir lors de son précédent mandat, il avait appliqué les mêmes mesures. Les marchés étaient partis un peu dans tous les sens. Mais à contrario, il n'y avait pas ce critère d'inflation. Ouais. Donc là, c'est juste, on va dire, un peu cette différence qui va être funky à suivre. Juste pour qu'on comprenne tous, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut décrire l'inflation à part? Est-ce que c'est juste simplement l'augmentation des prix? C'est un peu ça, aussi simplement que ça. Ouais. L'augmentation des prix, de manière simple, ça assure que ce que vous possédez prenne de la valeur. Ouais. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'inflation et tu achètes une maison à $10 000 ou $100 000, si le prix de ta maison n'augmente pas avec le prix des biens, le prix des choses, ta maison ne prendra pas de valeur. Ouais. L'inflation fait que l'actif que tu détiens grandit plus que la valeur papier. C'est-à-dire qu'un coca qui coûte $1 coûtera peut-être $1,50 dans 10 ans. Et c'est cette inflation-là qui maintient un équilibre de croissance économique. Ok, très bien. Depuis octobre, là, tu nous as parlé de la situation. Toi, au niveau personnel, tu as pris des risques. Est-ce que tu t'es cassé la gueule? Comment est-ce que tu as géré cette période d'incertitude? Moi, je l'avais déclaré, j'étais all-in. Après, alhamdoulilah, on va pas se cacher. J'ai réussi à prendre pas mal de profit à des moments clés. Maintenant, certains avantages que j'ai, c'est que j'ai des stratégies qui tournent et qui font aussi, qui parient tant à la hausse qu'à la baisse. Ouais. Donc, alhamdoulilah, la volatilité, c'est une acolyte. Si tu la gères bien, bien sûr. Hein. Bien sûr. Après, sur le plan personnel, j'ai pris quand même une grosse gifle. Maîtrisée, mais une grosse gifle quand il y a eu l'Ether qui a chuté brutalement à cause d'une Whales qui avait vendu. Bref. Donc là, j'avais eu une grosse liquidation, mais ça n'a pas empiété sur la majorité de mon profit, loin de là.
Tu as réduit ton profit plutôt. J'ai réduit une partie de mon profit, exactement. J'ai re-risqué du profit et puis ce profit-là, il est parti. Ouais. Mais très très heureux, très content. Dans le stress, dans le stress. Tu dormais bien quand même ou pas? Non. Ouais. Alors non. Absolument pas. C'est pas lié au stress, mais vraiment lié au fait de suivre ce qui se passe. Ça va vite tous les jours, ça monte, ça redescend, et il y a à chaque fois de nouvelles infos. Et il faut pas louper l'arrivée de la grosse, quoi. Ouais. Alors, comme je te l'avais annoncé, j'ai demandé aux abonnés Instagram de me poser des questions. On va tenter de répondre à toutes les questions de façon honnête et juste. Il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de questions. J'ai fait un peu le tri. La première, elle est très difficile au vu de ce qu'on vient de mentionner, mais c'est quels sont les meilleurs investissements pour les 5 prochaines années? Et je ne vais pas mentionner qui parce qu'il y a des questions où les gens ils ont pris des cas personnels, donc je ne vais pas vous afficher, mais voilà. Première question, quels sont les meilleurs investissements pour les 5 prochaines années? Grosse question. Bon, 5 prochaines années, ça signifie qu'on n'est pas sur du court terme déjà. On n'est pas là à regarder ce qui va se passer la première année. Le monde va vite, les marchés aussi. Maintenant, je pense qu'il faut premièrement s'intéresser à la technologie. Ouais. La technologie, ça commence à aller très vite. Et en tout cas, au niveau action, en tout cas, je vois 2 pôles. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Mais la recherche en intelligence artificielle, ça s'appelle de la deep tech, et tout ce qui est cloud computing, comment ça s'appelle, quantique, développement d'ordinateurs quantiques, etc. Il y a, je pense, un pôle technologique qui est important, qui va continuer de se développer. La deuxième chose, et là, je pense plus à de l'opportunité, ça reste de la crypto. Ouais. C'est-à-dire que d'ici à 5 ans, je pense qu'il y a une fenêtre où la crypto sera potentiellement 2 fois plus haute au niveau des altcoins, principalement l'Ethereum, Solana, etc. Parce que les prix sont actuellement bas et il y a une fenêtre justement pour venir récupérer un peu de rendement ici. Et la dernière chose, actuellement, en termes de thématiques simples, je pense que suivre les économies, c'est intéressant. Pour la simple et bonne raison que des plus hauts, elles commencent à retracer. Les valeurs boursières, les indices commencent à être de nouveau à des prix relativement bas. Et sur les 5 prochaines années, je ne vois pas ce qui stopperait une croissance au moins de 10 à 20%. Quoi. Déjà, on sait que plus ou moins, pour les 5 prochaines années, si tout se passe bien, déjà Trump est au pouvoir. Exactement. Donc c'est une variable qu'on maîtrise plus ou moins après. Voilà. C'est exactement ça, cette variable. Et c'est là où j'insiste au niveau des 5 ans, c'est que Trump, en 5 ans, il peut arrêter des guerres potentiellement. Si bien sûr, il suit la même direction artistique que le précédent mandat. Donc j'estime que actuellement, les hypothèses suivent cette orientation-là. Le seul problème, ça reste l'inflation. Sur 5 ans, l'inflation est difficilement diminuée rapidement. Ça va être un processus long. Donc, ce risque en arrière-plan fait qu'à mon sens, il y a énormément de business qui vont quand même die. Il y aura des problèmes pour pas mal de gens. Et automatiquement, investir sur des indices S&P 500, Nasdaq, Russell, peut-être un peu moins parce qu'il y a de l'industriel dedans, fait que le rendement sera, quoi qu'il arrive, positif sur les 5 ans, à mon sens. Mais peut-être qu'il y a une crise qui arrive et tout perd. Donc ça fait partie du jeu. Là, rapidement, tu as mentionné S&P 500, etc. Là, on parle de fonds de placement, c'est ça? Exactement. Pas de fonds de placement nécessairement, mais des ETF. Des ETF, pardon. En fait, les ETF, ce qu'il faut comprendre, et on ne l'a pas mentionné la dernière fois, les ETF, c'est beaucoup plus facile qu'un fonds. Vous pouvez rentrer, sortir à n'importe quel moment, et puis l'avantage, c'est que ça réplique les fonds. Ça réplique des fonds, tout simplement. Et je pense aux ETF S&P 500 de BlackRock ou bien Wisdom Tree, UBS, toutes ces grosses banques ont des ETF. Donc, c'est juste un transfert bancaire, achat, vente sur Swissquote ou whatever de plateforme. Exactement. Deuxième question. La personne dit « Je veux investir environ 600 par mois et j'ai trop peur des actions et de la crypto. Quels sont les conseils ?» 600 par mois, peur des actions et de la crypto.
J'assume du coup que la personne, tu vois, elle a envie d'investir, mais elle n'a pas forcément envie de prendre le full risque, tête brûlée, etc. Je pense que c'est juste de quoi mettre quelque chose au lieu que ça aille dans son compte épargne, par exemple. On peut penser à deux choses. La première, ce serait un fonds, un ETF à nouveau qui cette fois-ci n'est pas investi sur des actions qui sont risquées, mais qui est investi sur des obligations. Ouais. Puis automatiquement, en investissant juste en mettant ETF, bonds, c'est obligations, bien obligations, les gens trouvent sur Internet relativement facilement. Mais ensuite, on peut sélectionner le pourcentage de rendement qu'on espère. C'est-à-dire il peut chercher un ETF qui le paye 5% par an, 10% par an, mais là, ça va être des boîtes, des obligations qui sont plus risquées. Ouais. Les boîtes peuvent disparaître. Mais à nouveau, sans risque, qui est détenu dans les cryptos et les actions, il ne faut pas s'attendre à avoir un rendement énorme, c'est-à-dire une transformation d'argent énorme. Par contre, si on fait un calcul simple, 600 par mois, ça fait 7200 par an, 7200 sur 10 ans, ça fait 72 000 francs. Donc, c'est un bon capital dans 10 ans. Même si tu as un 5% de plus, exactement. Tu n'as rien fait, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes, là, il a mentionné des ETF ou des fonds d'obligations, etc. N'hésitez pas à aller sur simplement ChatGPT, vous tapez la recherche, je cherche un fonds ou un ETF d'obligations, etc. Et je pense que ChatGPT vous donnera toutes les infos. Juste l'ETF, le fonds, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est détenu par ce qu'on appelle un asset manager. Ouais. Cette entité-là, son business model, c'est de récupérer des 2% de fees du fonds. Ouais. Sur les ETF, vous ne payez pas ça. Ouais. Vous payez peut-être 0,05%. Exact. Il n'y a pas de frais d'entrée, de sortie, c'est des fees de trading. Et du coup, c'est beaucoup plus accessible. On peut rentrer des petits capitaux sur les fonds. On est obligé de mettre 10 000 peut-être ou plus. Donc, juste pour la faire courte, c'est un fonds accessible à tout le monde. Exact. Et si tu devais donner ton top 3 ou des ETF auxquels tu vois. Alors il y en a moi j'en ai. Pour monsieur et madame tout le monde, tu vois, parce que toi tu vas peut-être aller dans le full risque ou je sais pas, mais si tu devais donner juste honnêtement les stars, quoi. Les stars, ouf. J'en ai un sur Tes stars. Okay. Mais le problème c'est que c'est risqué. Ouais. Tu vois, les S&P 500, tu vois, c'est presque un classique, tu vois. Ouais, mais c'est the classique. Ouais, c'est le classique, tu vois. C'est the classique, mais je pense que c'est l'économie qui croit le plus. Ouais. S&P 500, juste investir dans un ETF, le S&P 500 est un indice, il faut bien comprendre qu'un indice représente quelque chose. Ouais. S&P 500, c'est 500 plus grosses capitalisant exactement entreprises américaines. Donc, investir sur S&P 500, ça veut dire investir sur l'économie américaine. Ouais. Nasdaq, c'est la tech américaine. Ouais. Donc, investir sur le Nasdaq, poser son argent sur l'indice Nasdaq, c'est le poser sur la technologie américaine en soi. Ouais. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une thématique que j'adore, et ça, c'est le water, tout ce qui est eau. Ouais. Je pense que dans les 10, 15, 20 prochaines années, l'eau, ça va être un défi important. Et je suis investi sur je suis investi sur Global Water de BlackRock. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder parce que j'y crois. J'aime bien US Tech aussi, qui est un ETF qui rassemble toutes les technologies. Et puis l'avantage, c'est que US Tech, il ne va pas prendre que de l'IA, pas prendre que du cloud, il va prendre du nucléaire, il va prendre du quantique, il va un peu regrouper un peu tous les pôles de recherche. Puis le dernier que j'aime bien, c'est Global Equities. Global Equities, donc là, ça va venir chercher toutes les actions qui performent, mais pas uniquement aux États-Unis. Il y a aux États-Unis, il y a en Chine. Ça reste des marchés intéressants, en Europe aussi, et je pense que c'est les trois les plus qui diversifient de manière intéressante. Water, c'est indépendant un peu de tout. Global Tech, c'est vraiment parce que j'estime que la tech, c'est important. Et puis Global Equity, c'est parce que pour moi, les actions, le développement se fait aussi en Chine. Quand peut-être aux États-Unis, c'est au ralenti, en Chine, ce sera accéléré, etc. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces investissements autour, tu l'as déjà mentionné, mais autour de l'or, du pétrole, etc. Alors, c'est des gros classiques, tu vois, aussi. Ouais, c'est une très bonne question. L'or, on en avait discuté, mais pour moi, sur de l'investissement cash, à la place de le mettre sur un compte d'épargne, je l'achète en or. Typique pour les enfants. Je t'avais expliqué, je pense qu'acheter à chaque fois les pièces d'or, sur
sur 30 ans, ça vous fait un prix 80, peut-être 70% plus bas que le prix dans 30 ans. C'est vraiment top. Le pétrole. Alors, je ne sais pas si on l'avait mentionné la dernière fois, mais personnellement, j'ai beaucoup de peine avec les matières premières parce qu'il y a une éthique qui me dérange un petit peu. Spécifiquement, quand il y a des guerres, typiquement, tu vois, s'il y a une guerre qui explose, le prix de l'or va exploser. Tu as le trader d'or qui peut jubiler sur la news, justement, alors qu'en face, il y a des morts. Donc là, j'ai un petit problème. Par contre, j'aime bien faire 2-3 petits coups sur l'or à des moments plus précis, par exemple pendant le Covid. Pendant le Covid, et je travaillais encore à la banque, il y a des preuves à la pluie, le baril avait baissé en territoire négatif. Donc ça voulait rien dire parce qu'il y avait beaucoup trop d'offres et puis le monde s'était arrêté. Donc ils payaient les gens. Et j'étais allé sur Google pour chercher combien durait en moyenne une épidémie. Donc en regardant simplement toutes les épidémies du XXe siècle, ça durait 1 an et demi. Donc là, j'ai un peu parié à la hausse et avec d'autres collègues. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Mais il y a une raison derrière. C'est pas une guerre. On n'est pas en train de massacrer des gens ou quoi que ce soit. Ok, très bien. La prochaine question, alors ça c'est plus du bon sens, je pense, mais la question c'est comment économiser même avec un petit salaire? Comment faire des économies? Je crois que je vais me lancer dans la réponse, mais je crois que on l'a mentionné au début de cet épisode, c'est comprendre exactement ce qui sort de ton compte en banque. Combien tu payes en assurance? Est-ce que tes assurances maladie et complémentaires, est-ce qu'il y a des choses qui s'additionnent et que tu peux retirer, etc. Est-ce que tu es au clair avec les impôts que tu dois payer? Est-ce que tu gères les dépenses de ta carte de crédit? Est-ce que tout ça, en fait, il faut que tu sois au clair. Et une fois que tu es au clair sur tout ça, moi, ce que je fais, c'est que je détermine un montant qui est directement retiré de mon salaire. Et ça fait que je vis sans ce montant chaque mois. Donc, c'est le conseil que je pourrais te donner. Et si, comme ça, tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu dois aller chercher de l'argent autre part. Et je ne t'envoie pas vers des commerces illégaux, mais simplement, je ne sais pas, va faire livreur Uber Eats, j'en sais rien. Exactement. Après, peut-être pour simplifier un poil, je pense qu'au-delà des frais extra, les assurances, etc., il faut déjà comprendre combien on se coûte soi-même. La nourriture, le restaurant. Tout ça aussi, commencer par le plus simple. Ok, qu'est-ce que je consomme pour ma part et qui me coûte de l'argent? De ouf. Puis là, déjà, ça fait mal. Et ensuite, dès que l'extra est enlevé, on a une meilleure vue. Mais c'est important de comprendre son style de vie. Je pense que c'est le plus important. Comme tu as mentionné, de contrôler ses dépenses, mais de manière claire. Exact. Et être honnête avec toi-même. Exactement. Parce que les 900 balles de weed, ils font mal. C'est abusé. Prochaine question, et je pense que c'est une très très bonne question qui va aider beaucoup de monde, c'est que faire de son deuxième pilier lors d'un changement d'employeur? Parce que ça, c'est vraiment une question. On reçoit la lettre que tu quittes un job ou que tu sois fait licencier ou que tu décides d'arrêter le travail. Tu as un montant dont tu n'avais presque aucune idée. Enfin, tu sais que tu contribues pour ta pension, mais c'est des choses qu'on suit un peu de loin. Pour certaines personnes qui ne suivent pas du tout. Et d'un coup, on a ce montant. Alors, on nous propose toujours, soit tu transfères ça à un nouvel employeur, soit tu mets ça dans un compte de libre passage, ou alors tu peux même faire d'autres investissements. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, je pense ça dépend aussi toujours du montant aussi. C'est exactement. La première chose à ne pas faire, c'est de le laisser disperser. Pas le laisser à son précédent employeur, son précédent là, ou je ne sais pas. Il faut, quoi qu'il arrive, le rassembler, que ce soit une partie en libre passage et elle n'est pas transmise au nouvel employeur, ou que ce soit tout chez le nouvel employeur. Mais ne pas le laisser éparpiller. Si vous l'avez éparpillé, il y a des formulaires à remplir sur Internet où vous envoyez un courrier et ils vous récupèrent tous vos deuxièmes piliers et vous donnent les entités à contacter pour tout rassembler. Anyway. Ensuite, c'est plus une question d'horizon. Pourquoi? Parce que, disons que vous avez changé d'employeur, vous avez votre deuxième pilier là-bas, vous avez un nouveau deuxième pilier et dans un an, vous voulez acheter. Ça ne sert à rien de tout bloquer en risque, en libre passage et le ressortir dans un an. Si vous avez un horizon plus haut, disons au-delà de 5 ans, alors autant essayer de trouver évaluer entre le libre passage peut-être et le nouvel employeur
lequel est le plus intéressant en termes de rémunération, en rendement. Donc, est-ce que le libre passage propose 1%, l'employeur en propose 2,5, 3 Peut-être qu'avec l'employeur, on peut prendre un peu plus de risques ou être plus flexible sur le placement, je ne sais pas. Mais tout simplement, avoir cette notion de temps en tête, qu'un deuxième pilier, c'est fait pour être construit sur la durée. Donc, si vous en avez besoin sur le court terme, essayez de l'avoir prêt en libre passage quelque part. Si c'est en long terme, essayez de le placer tout simplement. Mais quand tu dis le placer, il y a une économie d'investissement spécifique au deuxième pilier. Parce que tu vois, on peut pas l'investir. Je peux pas me dire mets mon deuxième pilier sur comment il s'appelle S&P 500. Ouais, oui, exact, alors exactement ça, non, c'est des produits pré-packagés par les assurances généralement ou certaines banques, les fondations troisième pilier. Elles ont ces pré-packages et généralement passer par celui de l'entreprise, ça reste le plus intéressant. Ouais. Et puis pour ceux qui n'ont pas, parce que tu vois, si tu t'es fait licencier par exemple, tu n'as plus de futur employeur, tu vois, et tu as juste ce montant. Donc là, il faudrait voir en libre passage et en libre passage, il y a des packages qui sont proposés à nouveau. Ouais. Après, ça ne sera pas du S&P 500 ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il y a des notions de risque. Personnellement, je le transfère toujours là où je suis et il me suit comme ça. C'est le plus simple. Très bien. Prochaine question. Oui. On aimerait savoir clairement dans quoi vous investissez. Est-ce que ça rapporte? Et il y a des gens ils veulent voir dans ma poche ou quoi? Alors, je vais vous dire dans quoi j'ai investi régulièrement, et puis ce que ça rapporte, je peux pas vous dire parce que ça bouge tout le temps. Donc je peux pas vous donner de montant. L'argent est encore investi, donc comme on dit, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné. Donc c'est ça. Et on n'a pas perdu. On n'a pas perdu non plus. Celui-là, il est dangereux pour ceux qui aiment le casino là. En soi, moi, j'investis. Alors, j'ai un montant mensuel qui va sur. Comment elle s'appelle cette plateforme IBKR là? Ouais, Interactive Brokers. IBKR. Ouais. Donc, j'ai un montant mensuel qui va là-bas. Et puis après, chaque mois, je regarde plus ou moins. Je regarde ma stratégie sur plusieurs mois. Et si, par exemple, je me dis, bon, bah, là, j'ai pas la tête à faire des recherches, etc., je vais aller dans du S&P 500, par exemple, ou bien celui du BS. Je sais plus comment il s'appelle. De nom, j'ai ça sur mon phone. Et du coup, si j'ai pas de stratégie, j'investis là-dedans. Et puis après, de temps en temps, quand je m'informe et que je fais mes recherches, il y a un peu qui part sur... il y a plusieurs mois avant que ça commence à chuter, évidemment. J'avais acheté un peu de Tesla, etc. Okay. Ah bien, ouais. Très bien. Donc voilà. Et puis sinon, en crypto, j'ai réinvesti un petit peu avant que ça augmente en Bitcoin, Ethereum. Et je suis un peu dans ça, moi. Okay. C'est un peu ça. Et puis après, j'ai des fonds de placement au sein de la banque avec un montant que j'avais épargné, puis j'ai plus le nom du fonds. Donc voilà, pour ma part. Ok, alors franchement, t'es bien investi. Ouais, ça va. On fera un état crypto. Ouais. Ça serait que tu suis les bons petits trucs, peut-être. Enfin, les trucs qui... Mais j'arrive plus, moi, à faire ça. Ouais, c'est dur. Et frère, je t'ai dit, j'en ai parlé de mai 2022, il m'a marqué, gros, il m'a trop marqué. J'ai lâché, j'ai dit maintenant c'est Ethereum, Bitcoin, éventuellement un ou deux, tu vois, qui sont solides. Tu as mentionné Solana tout à l'heure. Ouais. Et voilà, les gars, vous allez me tuer là. Je peux pas vivre des moments comme ça deux fois. Ouais, non, c'est délicat. Ah, bah après, pour ma part, j'ai pas mal aussi crypto. Ouais. Le gros, ça reste de la crypto, 50% au moins. Ouais. Crypto, donc voilà, il y a une partie où c'est investi spot principalement. Là, j'ai tout passé en levier parce que les prix sont bas, donc j'ai envie d'augmenter. Donc l'effet de levier, c'est encore plus risqué que... C'est plus risqué, c'est-à-dire que je vais jouer 2 fois ma mise. Ouais. Donc, si tu paries que ça va augmenter. Exact. Soit que ça augmente ou que ça baisse. Donc une partie, je fais ça maintenant que en futur. J'ai pris pas mal de positions à la hausse. Inch'Allah, elles vont payer. J'ai pris de l'Ether, de l'Ondo, du Tao encore. Et puis, j'ai quoi d'autre? J'ai du SUI
SUI. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Solana, j'avais mentionné que c'est une blockchain qui était bonne. Donc, à mon sens, c'est une blockchain qui est bonne parce qu'il y a beaucoup de transactions par seconde, ce qui est un défi. Mais actuellement, avec tous les meme coins, il y a énormément de critiques autour de Solana parce qu'il y a des scams à plusieurs centaines de millions qui sont lancés. En fait, c'est des gens qui lancent des projets crypto et qui aspirent le cash de tout le monde. Ouais. Donc, ils lancent une crypto, je ne sais pas, à $10 000, ils mettent $10 000 là. Les gens l'achètent, ça monte à 100 millions et puis ils ruguent ça, quoi. Ils vendent les 100 millions sur tous les gens qui ont mis. Parce que c'est affreux. Donc, cette mauvaise hype fait que perso, je suis sorti autour de $200 le Solana. J'estime que l'Ether, actuellement, pourquoi l'Ether et Solana sont des blockchains qui ont le même but, qui est de créer des applications par-dessus. Ouais. D'accord. Et l'Ether, au niveau de la gouvernance, au niveau de la confiance, est beaucoup, beaucoup plus candidate à toucher l'institutionnel que Solana. Ouais. Donc, à voir. Ensuite, hormis ça, voilà, comme peut-être je ne l'avais pas précisé, mais l'autre partie de mon argent, personnellement, tourne sur mes stratégies, les stratégies algorithmiques. Ouais. Donc, j'ai la chance de pouvoir utiliser le boulot, le boulot de toutes ces années pour gérer à côté. Des investissements, ouais. C'est plus des investissements, c'est des algos. Ils achètent et ils vendent chaque jour, ils paraissent. Mais sans que tu leur donnes des instructions ? Non. Enfin, c'est les instructions de l'algo, quoi. Voilà, la stratégie. C'est un robot, en fait, qui travaille. Ouais, c'est exactement ça. Incroyable. Ça, c'est le taf, quoi. Ouais. Donc ça, et j'espère, donc c'est un peu le projet que je dis pas, c'est des algorithmes, des algos de type hedge fund, mais j'arrive pas à le partager aux gens parce que c'est difficile d'obtenir la structure légale pouvant le faire. Ouais. On est vite régulé par la FINMA. Il faut s'assurer que les gens n'investissent pas leur argent dans des trucs qui ne vont pas. On a beaucoup de reporting. Et ça a un coût pour obtenir tout ça. Donc, Inch'Allah, c'est l'objectif. Si j'arrive, l'idée, c'est de partager ça. De vendre exactement. Pas aux plus fortunés, mais à tout le monde. Magnifique, purée. Il y a une chose que je n'avais pas mentionnée, et comme ça, je parlerai aussi un peu de ce que j'ai gagné, mais j'avais investi en 2020 dans Matic, qui est devenu Polygon. Ouais. Et ça, c'est mon petit bébé. Machallah. J'ai investi à 2 centimes. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ça passe. Hein. Voilà. Je n'avais pas investi un gros montant, mais voilà. 2 centimes et il est monté jusqu'à 2 francs, mais bon, je n'ai pas vendu à 2. Je me suis écroulé avec. Mais bon, j'ai quand même pu en retirer un peu de sous. Ah, mais ça fait du bien. Oui, totalement. Il y a une question qui reste dans le sujet. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est la fin du bull run ? Et peut-être, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le bull run ? Elle déchire cette question. Ouais. Alors, le bull run, qu'est-ce que c'est un bull run ? Un bull run, tout simplement, c'est dans les cryptos, le Bitcoin a un halving à peu près tous les 4 ans. Et un halving, c'est la réduction du nombre de Bitcoin émis en récompense aux mineurs. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que le Bitcoin gagne en valeur. Okay. Justement parce qu'on réduit la quantité qu'on distribue, donc ça devient de plus en plus rare. Okay. Anyway, j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dedans. Mais en gros, ça implique, d'après certaines pensées, que le Bitcoin, il avance en cycle de 4 ans. Okay. Dans ce cycle-là, il va monter et redescendre, mais à un prix plus haut que celui auquel il a démarré. Okay. D'accord. Donc là, on a eu le halving l'année passée et on est sur cette année. Généralement, le bull run après le halving s'étend sur une période de une année à une année et demie, disons, ce qu'on a observé. Et les gens pensent que cette théorie est en place, c'est que les cryptos, on n'a pas encore vu le bull run pour le halving qui a eu, le dernier halving. Donc ma réponse, c'est j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Par contre, ce qu'il y a de très différent, c'est l'évolution du marché crypto. C'est-à-dire que le crypto, la dernière fois, c'était quand il y a eu le halving, quand il y a eu un bull run, c'était pendant la période Covid. Donc les investisseurs principaux du marché étaient des retail. Et là, depuis plusieurs années, les entreprises prennent énormément de place en capitalisation boursière. Vrai, ouais. Les flux commencent à être dirigés par des entreprises pour des entreprises envers des entreprises. Et du coup, j'estime qu'il y a une maturité croissante
aux acteurs du marché. Est-ce que ça signifie que ça ne peut pas descendre à 20 000 clairement pas. Par contre, ce que ça signifie, c'est que des capitaux très certainement plus intéressants seront injectés. Et c'est ces capitaux-là qu'on a besoin pour continuer de faire croître les prix. Peut-être pas à court terme, ce boulot-là, mais sur les prochaines années. Ouais. Mais intéressant de voir. Mais juste là, parce que tu as parlé de cycle de 4 ans, avec les halvings qui donc somment le nouveau cycle de 4 ans. Ouais. Est-ce que les cycles d'avant, ils avaient des tendances communes? Alors, c'est un peu cette tendance commune, au final. Okay. C'est dès qu'on a montée, la c'est ce comportement très, très, très systématique et schématisé, en fait, du prix. Donc, c'est les légendes de la crypto. Perso, je préfère ne m'attendre à rien, comme ça, j'ai pas de surprise. Il faut rester pragmatique face à toutes ces choses qu'on maîtrise pas. Exactement. Et il y a la macro surtout autour, comme je t'ai dit. C'est-à-dire que c'est une question délicate dans le sens où une réponse facile ne fait pas de sens. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai. Mais en tout cas, on ne souhaite pas que ce soit la fin du bull run. On le souhaite que ça continue. Que ça continue, ça on peut le souhaiter. Et que ça mette plein de familles à l'abri. Exact. Au milieu de toutes les formations bidons de trading, donc c'est la prochaine question, au milieu de toutes les formations bidons de trading, comment et où est-ce qu'on peut se former pour être capable de faire du daily trading ou simplement être familier au marché financier? C'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, je ne dirais pas où ils se trouvent, à Dubaï. Et non, mais tu vois, tous ces mecs à Genève aussi. À Genève aussi, ouais. Ok. Non, mais tu vois, on voit beaucoup de ces influenceurs qui ont commencé à vendre des trucs, etc. Bien sûr. Où est-ce qu'on peut se former, en fait? Alors, il faut comprendre que si on se forme dans un but de faire du trading, vous allez commencer par perdre de l'argent. Ouais. Il faut être conscient de ça. Ouais. C'est-à-dire que être formé sur le trading, ça nécessite, j'estime, pour cette fréquence-là, beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, parce que c'est du savoir et ensuite une expérience désagréable à emmagasiner. Mm-hmm. Tu comprends? Là où je veux en venir, c'est que peu importe ce que vous faites, la formation, vous formez tout seul sur YouTube, vous faites ce que vous voulez, vous payez des formations bonnes, pas bonnes, je ne sais pas. Quand vous tradez, c'est vous et vous-même. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait de bien, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait de faux, mais surtout, on comprend en perdant de l'argent. Ouais. On ne comprend pas en gagnant. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui fait que généralement, au début, peu importe si on a la chance du débutant ou quoi que ce soit, on arrive à grossir. Certaines personnes réussissent en un coup, prennent énormément de risques et font énormément d'argent. Ouais. Mais généralement, le schéma, c'est de se prendre tarte sur tarte jusqu'à comprendre qu'est-ce qu'on fait de mauvais dans notre système personnel ou dans notre gestion personnelle. Ouais. Donc, j'ai pas envie d'évaluer les autres formations. Moi, j'en ai donné une à des échelles petites. Ouais. Et je faisais... En tout cas, je faisais une rencontre avec chaque personne qui était intéressée. Je gardais des petits groupes pour garder de la qualité, de la cohérence. Mm-hmm. Mais perso, j'en donne pas ou plus. Ouais. Et à voir, pour aider les gens à voir. Par contre, si vous voulez faire une formation de trading, comprenez bien dans quelle émotion vous l'attaquez. Est-ce que vous y allez par besoin d'argent, par stress? Est-ce que vous y allez par curiosité? Est-ce que vous y allez pour apprendre à utiliser de l'argent que vous avez déjà? Je pense que peu importe la formation que vous faites, comprenez-vous à ce niveau-là. Parce que si vous allez par stress et par besoin d'argent, n'y allez pas, si vous voulez. Ouais. N'y allez pas. Si vous y allez parce que vous voulez être riche, mais vous n'êtes pas stressé par l'argent, allez-y, mais apprenez à être humble par rapport à ce qui va vous attendre en live. Ouais. C'est plus cet état d'esprit, je pense, qui répond à cette question. Ouais, c'est vrai. En vrai, la réponse, c'est combien de tartes tu es prêt à te prendre? Exactement. C'est-à-dire, tu peux y aller solo, en vrai. Tu peux juste ouvrir un compte, vas-y, je mets 100 balles, j'essaie d'en faire 200. Fais des trucs au bol, comprends les tartes, comprends comment l'argent grandit et rapetit suite à une décision que tu prends. Mais surtout, faites-le avec du vrai argent. Ouais.
Parce que c'est quand vous avez de l'argent en jeu que vous ressentez ce risque et que vos plus mauvais côtés ressortiront. Ouais. C'est pas la même chose de trader avec de l'argent fictif, tu sais, qu'on donne sur des plateformes ou dans ces formations-là, que de trader avec des montants réels. Parce que si tu as 100 000 francs et que tu mets 80 000 balles dans un trade, qu'est-ce que tu fais quand t'en perds 40 ? Ah, tu chiales. Frère. Merci, c'est aussi ça. Par contre, si c'est de l'argent fictif... Ouais. C'est vrai. Tu dis, ah purée, je me suis trompé. Exactement. Je me suis trompé. Tu comprends le... T'as tout compris. Le contraste, il est... Ouais, il est hardcore. Il est hardcore. Je crois que c'était une très belle réponse. Ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Non, mais je pense que c'est vrai, quoi. Il y avait d'autres questions, mais c'était plus ou moins similaire. Il y a quelques questions de personnes qui ont dit, bah voilà, comment est-ce qu'on fait quand on part de zéro et qu'on a 40 ans ? Je crois que ce qu'on a mentionné, je crois que toutes nos réponses de ces 7-8 questions répondent à celle-ci. Mais et cette formation-là que tu as donnée, c'était en plusieurs fois. C'était comment que tu faisais ça ? Moi, je faisais c'était en 6 semaines. C'était intensif. C'était des séances de 8 heures par jour. Ah ouais. Donc, c'est intense. Hein. Ouais, c'était intense, mais malheureusement, avec le boulot, c'est un schéma que je peux faire. Par contre, en tout cas, c'était une particularité de ma formation. On tradait live avec du vrai argent au bout de 3 semaines. Jusqu'à l'argent des élèves. Voilà, les élèves mettaient leur argent. Il y en a qui mettaient 200, il y en a qui mettaient 100 balles, mais c'est la condition. À un moment donné, apprendre la théorie, c'est beau, mais il faut aller se faire gifler, il faut aller sur le terrain et comprendre comment on prend des décisions, comment on gagne, comment on perd, et le vivre. Autant le vivre avec des petits montants. Ouais. Puis au bout de la 6e semaine, il y avait une gestion complète de tout mon système. Après, pourquoi je ne l'ai pas répandu, mainstreamé ? Parce qu'il y a une notion d'éthique que j'ai qui est que je dois être là pour les personnes qui le font. Ouais. Si une personne, justement, a une position et est dans la difficulté, toutes les personnes que j'ai pu rassembler autour de cette formation, ils ont mon numéro de téléphone, j'ai passé plusieurs heures avec les gens. Ok, discutons, analysons. Où est-ce que tu en es, combien tu perds, combien tu cherches à gagner, c'est trop risqué. J'ai beaucoup donné de ma personne. Et pour moi, c'est important que cette éthique suive la distribution. Ouais. Et c'était trop d'énergie. Ouais. C'était beaucoup trop d'énergie. Ou alors, il faudrait une structure qui te permet de peut-être déléguer certaines choses et que toi, tu ne prennes pas tout sur ton dos, quoi. Après, c'est plus, je t'avoue, le côté éthique dans le sens où j'ai envie de m'assurer que ça aide les gens. Ouais. J'ai pas envie d'en faire un générateur d'argent ou quoi que ce soit. Je préfère souffrir avec ma boîte, avec la réalité et laisser les gens en paix. Bien sûr, peut-être c'est aussi dû à mon perfectionnisme. Tu vois, j'ai envie de tout donner, de faire les choses de manière... Tout le monde graille, quoi. Exactement, intense. Et pour l'instant, j'ai de la peine à m'en dire. Je sais pas. Mais je suis ouvert aux idées. Si on veut discuter, je suis ouvert. Moi, j'ai une dernière question. Elle vient de moi. Et puis, ce sera la dernière question. Tu viens de parler d'éthique, là. Ouais. Et dans un monde où il y a des guerres un peu partout, où il y a beaucoup de matières premières qui sont en jeu, il y a beaucoup de choses comme ça, est-ce qu'il existe des investissements, propres ? Est-ce que ça existe ? tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, des fois, je parle et puis je dis, ouais, ok, j'ai investi là-dedans. Puis on me dit, ouais, mais tu sais, cette personne. Je dis, ouais, totalement, je t'entends. Mais j'ai décidé de moi-même de faire des croix sur certaines choses. Ouais. Mais est-ce que l'investissement propre, c'est-à-dire, est-ce que je peux être un investisseur qui continue à faire du bien pour le monde en investissant ? Parce que franchement, c'est une question magnifique, mec. Honnêtement, c'est une question, mec, qui est complètement folle parce que déjà, il faut définir propre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le développement durable, ça veut dire des entreprises qui vont faire du bien. Ouais. À mon sens. Ouais. Là, c'est nos questions. Et je tiens à dire, c'est nos réponses, c'est nos questions personnelles. Exactement. À mon sens, la définition du propre est détenue par ceux qui rendent le monde sale.
C'est-à-dire que si quelqu'un te donne un stamp, ouais, toi, tu es une boîte propre, c'est qui cette personne? C'est BlackRock, c'est Standard & Poor's, c'est les nouvelles normes ESG dans lesquelles toutes les banques les plus dégueulasses au monde sont. J'exagère un peu la chose, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que la thématique marketing qui ressort, c'est tout ce qui est investissement ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça s'appelle comme ça. La deuxième chose, c'est qu'une boîte qui détruit des forêts dans l'Amazonie, en achetant un crédit carbone à Tesla, elle devient propre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, propre, s'il est défini en termes de chiffres marketing qui sont reliés aux standards de la finance via l'ESG ou whatever, je pense que c'est difficile. Par contre, si c'est des notions d'éthique, là, il y a des choses à faire. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a... Avant de parler des bons ETF, disons, il y a les mauvais. Il y a un ETF qui s'appelle VIS, je ne sais pas si tu connais. Non. Alors, eux, ils sont full investis. Armement, thermonucléaire, missiles. C'est des trucs de l'industrie pour adultes. C'est que des investissements du VIS et ils performent le machin. Évidemment. Du monde. Mais après, il y a d'autres types d'investissements. Pour les musulmans, il y a tout ce qui est Sharia compliant. Donc, c'est des investissements. C'est incroyable ce que tu dis. Cette phrase, elle est incroyable. Ouais, c'est Sharia compliant. C'est-à-dire qu'ils vont regarder l'entreprise, son bilan, où elle investit, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle vend de l'alcool, est-ce qu'elle a des parts dans une entreprise qui vend de l'alcool. C'est un truc, tu sais, un peu comme ça, un peu abusé. Mais ensuite, malheureusement, je pense qu'il faut y aller à la thématique. C'est pour ça que notamment l'eau, tu vois, que j'ai discuté tout à l'heure, pour moi, c'est une thématique qui est importante. C'est vraiment... je pense qu'il faut essayer de savoir un peu qu'est-ce qui nous intéresse. Est-ce que, je sais pas, c'est la biofarming, tu vois, est-ce que c'est un peu ces choses-là qu'on définit propre et ensuite investir dans différents thèmes. Je peux pas répondre mieux que ça, mais c'est difficile. Bien sûr, non, bien sûr. Mais je pense que l'investissement le plus propre qui soit, c'est d'investir sur soi-même. Ouais. Ah, elle est belle celle-là. Tu vois, ça reste. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Et automatiquement, si on est régi par une bonne vibes, disons, une bonne éthique, on fera énormément de bien. Purée, tu viens de très très bien conclure cet épisode, je crois. Incroyable. Investissez en vous. Meilleur des investissements. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est pas de l'argent perdu. Exactement. Donc, et là, il n'y a rien à perdre. C'est un investissement où tu peux uniquement gagner. Ouais. Donc, voilà. Franchement, ouais. Hamza, merci infiniment. Avec plaisir, mon frère. Pour ce deuxième épisode. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On a donné du contenu concret. Donc, si il y a des produits qu'on a mentionnés qui vous intéressent, allez faire vos recherches, allez faire votre investigation. Et ensuite, évidemment, je le rappelle encore une fois, n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour acheter le lait de votre enfant ou alors d'autres choses vitales à votre vie ou aux gens autour de vous. Ne sacrifiez pas les autres pour des choses inutiles. Exactement. Ça doit être de l'argent que vous pouvez risquer. Exactement. On va dire ça comme ça. Je ne vais pas dire de l'argent dont vous avez besoin parce que on ne sait jamais, mais de l'argent que vous pouvez utiliser pour investir. Ouais. Et n'hésitez pas, honnêtement, s'ils ont des questions, s'il y a des gens, ils ont des trucs précis, n'hésitez pas à envoyer un mail ou je sais pas. 100 balles la question, il n'y a pas de problème. Non. Pour preuve, il y a des personnes qui ont posé des questions auparavant et il y a même des calls qui se sont faits, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on va boucler comme ça. Je ne sais pas s'il y aura un troisième épisode, on verra comment on évolue. Les gens ils t'aiment bien, comme je t'ai dit. D'un coup, il y a quelque chose de mensuel, je ne sais pas. Peut-être qu'on lance une formation. Non, je rigole. En tout cas, merci infiniment. Merci à tous les abonnés qui sont encore là. Et on se voit pour le prochain épisode. Je le rappelle, Spotify, la section sondage, si vous voulez poser des questions ou mettre vos commentaires, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, et on termine comme ça. Merci l'équipe. Bye Hamza, merci pour tout. À la tout. prochaine, salam. Yes, bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.